Et salut tout le monde, nouvelle semaine et donc nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous emmène dans les arcanes de la propagande. On en avait parlé la semaine dernière avec le jeu ukrainien Warfare Gostomel Heroes, édité par un studio russe et qui avait pour but de retracer et réécrire le conflit actuel en Ukraine du point de vue des Russes. Et il y a un autre conflit qui use beaucoup de la propagande actuellement, c'est le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. Les clips que vous venez de voir ont été faits par l'intelligence artificielle et ils servent aux deux États pour légitimer tout simplement leur position dans le conflit, notamment vis-à-vis d'un public jeune. On commence avec cette vidéo, une série de 2 vidéos sur l'histoire et les origines de la propagande. J'avais pensé tout condenser en une seule vidéo, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup trop, donc la suite, ça sera la semaine prochaine sur la chaîne de l'éclairé. Le principe est simple, on va remonter le temps pour étudier différents cas pratiques de propagande, et vous remarquerez que la propagande qu'on connaît actuellement trouve ses ancêtres tout simplement il y a des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité. Si dans l'idée générale, la propagande vient avec l'expansion des médias, que ce soit les journaux papier, la radio, la télévision ou encore le cinéma et Internet, elle existait bien avant tout cela. Et les humains utilisaient des techniques complètement différentes pour pouvoir faire passer leurs idées et pour pouvoir promouvoir leur pouvoir et leur puissance. On embarque donc tous ensemble dans notre machine à voyager dans le temps, direction 2560 avant notre ère. Vous venez d'atterrir sur une plaine immense. Autour de vous, du sable à perte de vue. La première ville dénommée Memphis est à une vingtaine de kilomètres au sud, sur les rives du Nil. Sous vos yeux se dresse un monstre de pierre à la pointe dorée de 146 mètres de haut pour 230 mètres de large. Vous êtes au pied de la pyramide de Khéops, première des 3 pyramides construites sur le site antique de Gizeh. Ce monument restera le plus haut jamais construit par l'homme avant son dépassement en 1311 par la cathédrale de Lincoln en Angleterre, soit 3871 ans de domination des cieux. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce que vous avez sous les yeux, ce sont les balbutiements de la propagande qu'on connaît. Vous pensez directement aux hiéroglyphes. Et non, pas du tout, vous faites fausse route, parce que dans les pyramides de Gizeh, et notamment dans celle de Khéops, il n'y a pas de hiéroglyphes liés à la personne qui est enterrée, donc au pharaon. Ce qu'on retrouve en note dans la pyramide de Khéops, ce sont simplement des petits mots laissés par les ouvriers de l'époque pour pouvoir se retrouver dans ce méandre. Et alors pourquoi on parle de propagande? S'il n'y a rien d'écrit sur les murs, s'il n'y a pas de traces laissées pour la postérité du pharaon, mais pourquoi tout simplement je vous emmène ici? Parce que la propagande dans ce cas-là, c'est le bâtiment en lui-même. Ces monuments étaient censés représenter la puissance du pharaon qui était considéré à l'époque comme divin. Ici, dans la pyramide de Khéops, c'est le tombeau de Khéops, le 2e pharaon de la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. Cette pyramide est censée l'accompagner dans sa montée vers le ciel, d'où sa forme en triangle pointé vers les nuages. En faisant construire un tel monument, Khéops affirme sa puissance, mais également celle de son poste. Il légitime ainsi avec la taille du monument l'aspect divin des pharaons et donc de ses successeurs et de sa lignée. Ce qu'il fait ici, c'est qu'il protège son poste et il protège ses descendants. Parce qu'à l'époque, un tel monument, ça avait un pouvoir absolu sur les foules qui voyaient dans un tel monument justement la puissance du pharaon et la puissance du pouvoir. Et l'autre mission de ces pyramides et de ces grands monuments de l'époque, ces grands monuments funéraires, c'était de rendre tout simplement plus docile la population. Parce qu'en voyant un tel spectacle et en voyant un tel pouvoir, la population n'osait pas se rebeller, donc continuait à rester dans sa condition, qui était dans le plus souvent des cas une condition misérable.
Montrer son pouvoir pour capter l'attention de la population et la rendre plus docile, c'est l'une des principales missions de la propagande. On remonte tous ensemble dans notre machine à voyager dans le temps en direction la France. Enfin non, pas la France, la Gaule. On est en 58 avant notre ère et un petit village gaulois résiste toujours et encore à l'envahisseur, blablabla. Vous connaissez la suite du dicton. En l'occurrence, vous venez d'arriver dans une contrée qui s'apprête à entrer en guerre dans un conflit dévastateur contre Rome. C'est pas la guerre d'un pays contre l'autre, bien loin de là. Parce qu'à l'époque, la Gaule, c'est une multitude de petits clans qui sont autonomes les uns des autres. Et un sénateur romain du nom de Jules César en français s'est donné la mission de soumettre l'ensemble de ces peuplades à l'autorité de Rome. Son objectif, prendre possession de la Gaule et affirmer son pouvoir à Rome face à ses deux principaux rivaux de l'époque, Pompée et Crassus. À l'époque, César, il est dans ce qu'on appelle un triumvirat. Donc, c'est-à-dire que c'est un espèce de gouvernement. Donc un gouvernement romain qui est piloté par trois hommes, Crassus, Pompée et César. César, lui, ce qu'il veut, c'est augmenter sa gloire personnelle pour prendre le pouvoir en solitaire. Et donc en 58 avant Jésus-Christ, il rentre dans le territoire de la Gaule par le sud-est de la France actuelle et il entreprend la conquête petit à petit du territoire. Et ça va lui prendre 8 années, de 58 à 51. Cette campagne se termine par le siège d'Alésia que vous connaissez sûrement. C'est l'instant où Vercingétorix, donc le chef des Gaulois, c'est un chef qui avait réuni tout simplement les différentes peuplades sous son autorité. Et bien ce chef-là se rend à la bataille d'Alésia et il faut encore quelques mois à Jules César pour affermir l'autorité sur l'entièreté de la Gaule. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre qu'il y a très peu d'historiens qui sont répartis sur le territoire. Or, dans une Rome qui est expansionniste, ce qui compte, c'est la gloire, et notamment la gloire militaire. Et ça, Jules César l'a bien compris. Parce que lorsqu'on conquit un espace pour Rome, on conquit également du pouvoir pour soi-même, et donc on monte petit à petit dans l'administration romaine. Pour César, il est donc important dès le début, dès le moment où il commence son opération militaire, de raconter ses exploits et de raconter sa campagne. Petit à petit, au fur et à mesure de sa conquête, il va écrire des récits sur ses victoires, sur ses ennemis, mais également sur ses défaites. Ces textes, ils sont transmis jusqu'à Rome, où on en fait la lecture, et où se construit une idée assez utopiste d'un Jules César vainqueur des grands Gaulois. À travers ce livre, il fait grandir son ennemi gaulois et le rend plus fort que ce qu'il ne l'est vraiment. L'objectif, c'est de donner à César une stature de quelqu'un qui peut battre tout le monde, et notamment ces grands Gaulois. Son objectif final avec le livre, c'est de surpasser la gloire de Pompée, qui lui est parti en campagne en Orient de 66 à 62 jusqu'à la Syrie. Le dernier livre, il est publié en 51 avant Jésus-Christ. Cette manière d'agir de Jules César et le fait que ses écrits soient diffusés petit à petit à Rome, à son retour de la conquête des Gaules, il se rend compte qu'il a des appuis et des soutiens partout à Rome, et notamment dans la population. Avec sa gloire, il séduit les foules pour les attirer à lui et sur son point de vue politique, et petit à petit se construit un cercle très solide de soutien, ce qui va extrêmement l'aider dans la guerre civile qui s'ensuit avec Pompée, et qui se terminera en 46 avant Jésus-Christ avec la mort des derniers soutiens de Pompée. Ce livre, on pourrait le qualifier de propagande populiste. Jules César a réuni autour de lui beaucoup de soutien, et notamment le soutien de la population, pour prendre le pouvoir et pour renverser le pouvoir en place. On continue notre voyage temporel jusqu'au mois de novembre 1095 où on atterrit à Clermont-Ferrand en plein cœur d'un royaume de France qui est désormais structuré. On est alors sous le règne de Philippe Ier, le 4e roi de la dynastie des Capétiens. Vous êtes un évêque d'une paroisse du royaume de France et vous êtes convié par le pape Urbain II à un concile à Clermont-Ferrand. Vous vous retrouvez entouré de 14 archevêques, 250 évêques, plus de 400 abbés et des chevaliers de tout le royaume. Et du 18 novembre au 26 novembre 1095, vous discutez tous ensemble des canons adoptés pour la religion chrétienne. Les canons, vous savez, ce sont les grandes lois qui régissent la religion chrétienne. Concile, il y a plusieurs dizaines de canons qui sont adoptés. On connaît une trentaine, notamment par les travaux de deux moines historiens de cette époque, Ordéric Vital et Guillaume de Malmesbury. Et parmi ces canons, on retrouve ceci. Une pénitence est accordée à tous ceux qui font le voyage à Jérusalem par piété et non par orgueil ou par avarice.
En gros, ce qui est écrit ici, c'est que le pèlerinage vers la ville sainte et donc vers Jérusalem est une porte d'entrée pour votre âme vers le paradis. Et dans un Moyen-Âge où la pureté de l'âme est très importante et où la peur des enfers est constante, et ben ça pèse beaucoup. Mais vous allez voir petit à petit, le pape Urbain II construit ici sa stratégie et vous allez le comprendre par la suite. Au lendemain de la clôture du concile le 27 novembre 1095, le pape Urbain II prend la parole sur la place de Clermont-Ferrand devant une assemblée venue nombreuse. Et il dit ceci. « Ô race des Francs, race aimée de Dieu, de Jérusalem et de Constantinople nous sont venues de graves nouvelles. Les Turcs ont envahi leurs terres. Ils détruisent les églises et profanent les autels. Que ceux qui, jusqu'ici, se battaient injustement contre des fidèles, combattent maintenant contre les infidèles. À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur mer ou sur terre, ou qui perdront la vie en combattant les païens, leurs péchés seront pardonnés. Que ceux qui étaient brigands deviennent soldats du Christ, que ceux qui étaient mercenaires reçoivent maintenant une récompense éternelle. Ils étaient ici tristes et pauvres, ils seront là-bas joyeux et riches. » Ce que je viens de vous lire ici, c'est un extrait d'un texte de Fouché de Chartres. C'était un historien de l'époque qui a retranscrit le discours d'Urbain II, parce qu'on n'a pas retrouvé de copie réelle de ce discours, et donc on se base uniquement sur les historiens de l'époque. On peut donc penser qu'en tant que chrétien, Fouché de Chartres a peut-être amplifié la parole du pape. Mais toujours en est-il que nous, c'est ce qui nous est parvenu aujourd'hui, un peu plus de 1000 ans après. Et si on s'intéresse sur le fond de ce discours, qu'est-ce qu'essayait de dire ce 27 novembre 1095 devant une assemblée nombreuse le pape Urbain II à ses fidèles? Il parle de la défaite des Byzantins, alliés des chrétiens d'Occident en 1071 contre les Turcs, et il parle également de la conquête de Jérusalem récente par ces mêmes Turcs en 1078. À l'époque, cette conquête de la ville sainte de Jérusalem complexifie les pèlerinages qui s'y font par les chrétiens, qui partent prier, et même si ce pèlerinage n'est pas officiellement interdit par les Turcs, les chrétiens y sont parfois détroussés sur le chemin. Urbain II, ici, il exhorte tous les chrétiens d'Occident à partir à Byzance pour repousser les menaces turques et à reprendre la ville de Jérusalem. C'est ce que les historiens ont appelé l'appel à la guerre sainte. Et c'est purement de la propagande. À l'époque, le pape il a énormément plus de pouvoir que les papes qu'on connaît actuellement. C'est la représentation suprême de Dieu sur terre. C'est le messager de Dieu et c'est le représentant du divin. Et donc en tant que chrétien, quand le pape nous dit quelque chose, on se doit d'y répondre parce qu'à travers le pape, c'est l'appel de Dieu. Et là, Urbain II, il utilise sa position quasi divine pour ses intérêts géopolitiques. Il veut récupérer Jérusalem, gagner de la puissance en mettant la main sur ce lieu saint et affermir ainsi son autorité et l'autorité de la papauté. Et pour cela, il sait très bien comment agir, il joue sur le talon d'Achille de ses fidèles, le salut de leur âme. C'est pour cette raison qu'il rajoute ceci dans son discours. À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur mer ou sur terre, ou qui perdront la vie en combattant les païens, leurs péchés seront pardonnés. Et là, rappelez-vous du canon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait été accepté quelques jours avant le discours d'Urbain II, lors du concile. Dans ce canon, il était écrit que les pèlerins qui se rendraient en Terre Sainte, non pour l'orgueil, non pour la richesse, mais pour leur piété, se verraient offrir la pénitence de leurs péchés. Parce que ce qui est incroyable, c'est que le pape, quelques jours après seulement avoir mis en place ce canon, il met en avant la possibilité d'avoir des richesses énormes en se rendant justement à Jérusalem. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il sait très bien qu'en mettant en avant les richesses sur un territoire qui possiblement n'existe pas, ça il faut le savoir, il faut le concevoir à l'époque, il y a tout un idéal de la richesse qui est fait aussi, et c'est assez facile à l'époque médiévale de créer tout simplement des histoires sur telle ou telle richesse qui se trouve à tel ou tel endroit, parce qu'en fait on a une minorité d'infos qui nous viennent, et donc quand le pape parle de ces richesses-là qui se trouvent en Terre Sainte, on est obligé d'y croire. Et en faisant ça, il sait très bien qu'il va attirer les chevaliers, même ceux qui ont peu de scrupules religieux. L'intérêt pour lui, c'est d'amasser la plus grosse troupe militaire de l'époque pour pouvoir reprendre ses intérêts géopolitiques qui l'intéressent, lui et la papauté. Vous le verrez dans d'autres exemples que je vous citerai dans la prochaine vidéo, la contradiction est bien souvent l'ami de la propagande. Toujours en est-il que cet appel trouve un écho très puissant dans les campagnes françaises, et ce sont, selon les historiens actuels, entre 40 000 et 70 000 personnes qui répondent à l'appel du pape Urbain II. Il faudra 3 ans et bien des péripéties pour voir Jérusalem à nouveau être dominée par les chrétiens, puisque la ville tombe finalement le 15 juillet 1099. Cet appel du pape Urbain II trouvera un écho dans les siècles suivants, puisque ce sont pas moins de 9 croisades qui auront lieu au total, jusqu'à la dernière, celle du prince Édouard d'Angleterre,
en 1271 et 1272. Au total, ces épisodes de guerre religieuse font entre 300 000 et 1 million de victimes selon les historiens et créent un fossé entre l'islam et la chrétienté avec des cicatrices encore palpables de nos jours. Et si le sujet de la propagande religieuse lors des croisades vous intéresse, je vous conseille le très bon livre de Jean Flory, Prêcher la croisade, 11e, 13e siècle, communication et propagande. Pour finir, je dirais que c'est parfois ça, la propagande, faire germer les graines de la haine dans le cœur d'un peuple envers un autre, pour que, un jour, vos soutiens se battent contre un ennemi jugé inférieur humainement. C'était le cas lors des croisades par les chrétiens qui jugeaient les musulmans comme des infidèles et comme des sous-hommes, et ce sera aussi le cas bien plus tard avec le régime nazi, qui jugera les juifs, les tziganes et les homosexuels comme des humains inférieurs. Et tout ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, où on continuera notre petit tour de l'histoire pour vous expliquer un peu justement comment fonctionne la propagande, d'où elle est venue et les différents types de propagande qu'on a pu retrouver à travers l'histoire. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, informez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est ciao!